Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Comment réduire les risques et se préparer davantage à affronter les catastrophes naturelles? Nous écouterons dans un instant le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman à l'ouverture du colloque international sur la réduction des risques sismiques. Et dans ce journal, on s'arrête devant la maîtrise algérienne des normes parasismiques et la gestion des catastrophes. L'exemple avec les normes introduites dans la construction de Jamal Jazair et des simulations grandeur nature à Tébessa. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse à un sujet qui passionne et qui clive en même temps, la greffe d'organes. La charia a tranché, elle permet le prélèvement d'organes à partir de corps d'une personne décédée, mais les mentalités n'ont pas encore évolué. Majja Jahmoun a assisté à une greffe au niveau du service de l'établissement de transplantation d'organes de Blida. Le 50e anniversaire de la création du Front Polisario, célébré au camp de réfugiés sahraoui, une célébration pour rappeler la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol, puis contre l'occupant marocain. Une occasion pour le peuple sahraoui de renouveler son serment pour poursuivre le combat. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant d'entamer ce journal, nous vous informons que vous pouvez suivre le reste de la deuxième mi-temps de la rencontre qui oppose l'équipe de la Rast au Mouloudia d'Alger sur les chaînes 1, la 6 et la 4 en langue amazigh. À la une de l'actualité de ce samedi, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a assisté ce matin au colloque international intitulé « Réduire le risque sismique, gouvernance » et prospective au CIC. Dans son allocution, le Premier ministre a souligné l'importance de ce colloque qui devrait permettre d'élever le niveau de conscience et renforcer des moyens de prévention. Je vous propose d'écouter sa déclaration. L'Algérie, comme vous le savez, à l'exemple de beaucoup de pays, a été proactive dans la mise en place des mesures nécessaires pour moderniser ses systèmes et son arsenal juridique, ainsi que ses moyens d'intervention d'une manière conforme à l'évolution dans plusieurs domaines. Consciente des dangers liés au tremblement de terre, l'Algérie a mis en place les mesures et mécanismes adéquats pour endiguer les risques de ce phénomène, et ce à travers un plan et une stratégie nationale inclus dans la loi 024, parue le 25 décembre 2004, pour la prévention des grands dangers et catastrophes dans le cadre du développement durable et qui s'articule principalement autour des axes suivants: améliorer la compréhension des dangers des séismes, l'application impérative des dispositions antisismiques mises en place par l'Algérie dans toutes les phases de construction sont prises en considération. Ce sont 700 participants algériens et étrangers qui prennent part à ce colloque international des chercheurs qui se penchent sur les résultats de recherche les plus récents dans ce domaine sismique au niveau mondial et font pendant 2 jours le point sur les techniques modernes de construction parasismique. Couverture Nadia Olmi, commentaire signé Rina Lerari. Fortement exposée au tremblement de terre, l'Algérie a fait des progrès significatifs dans la réduction des risques sismiques au fil des années. Des avancées évaluées au niveau de ce colloque international sur la réduction du risque sismique qui a vu la participation de plus de 700 experts, chercheurs ainsi que d'acteurs de différents secteurs algériens et étrangers. L'Algérie a enregistré plusieurs avancées, notamment la mise en place de mesures préventives et du système d'alerte précoce pour protéger sa population. L'Algérie et la Turquie ont été ébranlées par plusieurs séismes dévastateurs, ce qui fait que nos 2 pays partagent la même expérience dans le domaine de la prévention contre les dangers des séismes, en se mettant au diapason des dernières évolutions technologiques, en investissant dans les recherches sismologiques. Avec la tendance à l'urbanisation croissante, de nombreux experts estiment que d'ici 2050, environ 66% de la population mondiale vivrait dans des zones urbaines. Cette concentration de population dans les villes pose de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la gestion des catastrophes. La mise en place d'une stratégie efficiente pour la gestion des catastrophes est essentielle pour assurer la sécurité des populations. Renforcer la lutte contre les risques de catastrophes dans la mise en place d'un arsenal institutionnel et juridique avec la promulgation de la loi 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes.
Cette rencontre de spécialistes qui revêt une importance capitale est l'occasion d'évaluer les résultats des recherches les plus récentes dans ce domaine au niveau mondial et particulièrement en Algérie, qui s'est engagée à renforcer sa résilience face au séisme en adoptant une approche proactive axée sur la prévention et les réductions des risques sismiques. Et Jama el-Jazair fait partie justement des bâtisses les plus modernes qui ont bénéficié de technologies antisismiques de pointe. La salle de prière, par exemple, est dotée d'isolateurs à pendule inversée, ce qui lui permet d'absorber le choc provoqué par un séisme à hauteur de 70%. Reportage de Malika Khalifa, commentaire signé Yamina Saïchi. Un véritable chef-d'œuvre architectural et religieux. Jama el-Jazair est la 3e plus grande mosquée au monde avec une capacité d'accueil de plus de 360 000 fidèles. En plus d'être un symbole d'une religion du juste milieu, elle est considérée comme la mosquée la plus sûre d'Algérie avec un système parasismique des plus modernes. في اللوكال تكنيك اللي تحت قاعة الصلاة ما بين الأهداف المرجوة. Le local technique est situé sous la salle de prière. Il est doté d'un système antisismique constitué d'amortisseurs et d'isolateurs qui peut résister au séisme. Ce système offre une grande garantie pour 3 raisons. La protection des personnes, la protection des biens, ainsi que la protection de la bâtisse. L'isolateur que vous voyez ici est capable de contenir les secousses sismiques pour protéger le bâtiment. حيث أن l'accélération maximale que peut subir les éléments décoratifs ne dépasse pas les 10% de l'accélération gravitaire. La structure de la mosquée a été conçue sur des fondations profondes avec des techniques de construction avancées, des matériaux antisismiques et des joints de dilatation pour permettre à la mosquée de résister aux forces sismiques. Le mécanisme utilisé a été découvert dans le cadre d'études spatiales menées par la NASA. L'isolateur installé permet à la bâtisse de retourner au point zéro après une secousse sismique. De plus, la mosquée est équipée d'un système de surveillance sismique qui permet de détecter les mouvements sismiques en temps réel. Ce système est relié à un dispositif d'alerte et de sécurité, ce qui permet d'évacuer rapidement les fidèles en cas de séisme. Et gérer des scènes de catastrophes naturelles demeure un exercice délicat, d'où la nécessité de bien se préparer. Des simulations grandeur nature sont organisées à Tébessa. L'opération a mobilisé des dizaines d'agents. Objectif, évaluer le niveau de préparation des équipes d'intervention. Couverture de Nordin Brabsa, commentaire signé Yasmine Messaoudi. Les dégâts engendrés lors des précédentes inondations qui ont touché la wilaya de Tébessa, ainsi que les récentes précipitations enregistrées, ont poussé les autorités locales à mettre en œuvre un plan d'urgence pour la gestion des grandes catastrophes. À cet effet, des manœuvres pratiques ont été organisées au profit des détachements de renforts aux premières interventions. Objectif, évaluer le niveau de préparation des différents intervenants. Ces manœuvres pratiques ne sont pas que virtuelles. Elles peuvent réellement nous donner une vision sur l'attitude à adopter dans la gestion des grandes catastrophes, notamment les inondations. Des simulations ont été organisées au profit de plus de 700 agents pour maintenir en permanence l'état de préalerte de ces détachements, de tester leur réactivité sur le terrain en matière d'organisation acquise lors des cycles de formation. Cet accident a causé la mort de 20 personnes. Après prospection, nous avons retrouvé 4 personnes entre la vie et la mort, 6 victimes de graves blessures et 10 autres blessés. Nous avons par la suite procédé au transfert des victimes dans les hôpitaux selon la priorité. En ce qui concerne les équipes qui ont été intégrées dans cette opération, on compte une équipe cynotechnique, une équipe de plongeurs et une équipe de secouristes dans les endroits difficiles d'accès. Ce sont des spécialités qui font la fierté de la protection civile. De plus, les détachements de renfort aux premières interventions sont dotés de matériel et d'équipements logistiques consistants et spécialisés dans l'intervention en cas de grande catastrophe.
Dans l'actualité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Ghali, s'est entretenu aujourd'hui à l'aéroport international d'Alger avec son homologue zambienne qui a entamé aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre les deux pays. Voilà donc pour ces images de Brahim Ghali avec son homologue zambienne. Coopération algéro-nigérienne et cette délégation de l'Institut national d'études politiques et stratégiques du Nigeria qui poursuit ses visites en Algérie. Après Constantine hier, les membres de la délégation ont visité les infrastructures industrielles au niveau de la wilaya de Annaba, à commencer par le complexe sidérurgique d'Al-Hajar, couverture signée Smaïl Berkaitia. La délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria était ce week-end à Annaba pour une visite technique dans le secteur de l'industrie, entrant dans le cadre de sa tournée en Algérie en vue de développer la coopération et les échanges avec notre pays. Nous sommes impressionnés par ce que l'on a vu lors de notre visite et cela nous rend fiers d'être africains. Ces entreprises qui fabriquent leur propre production nationale est un vrai motif de fierté. Il n'est plus un secret que l'axe Alger-Lagos soit raffermi. Nos dirigeants comptent beaucoup sur cette coopération. Nous sommes disposés donc à exporter notre savoir-faire vers ce grand pays qui est le Nigeria, un pays ami. Ce matin, ils n'ont visité que 4 unités, 4 sociétés. Il y a bien sûr d'autres à travers le pays. Ils sont très intéressés de bénéficier de cette expérience algérienne et pourquoi pas nouer des relations économiques dans différents domaines. Exportateur d'ammoniac, le complexe Fertial fut le dernier point de la visite de la délégation. Notre perspective, c'est de promouvoir l'exportation vers nos pays, les pays africains, nos pays voisins. Et notre but, c'est d'augmenter la production dans la matière des engrais parce qu'auparavant, notre seul produit à l'exportation, c'était l'ammoniac. Mais la vision actuelle, c'est d'exporter les engrais vers tous les pays africains. Le pôle sidérurgique de Annaba a suscité l'intérêt de la délégation du Nigeria. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse aux greffes d'organes, un sujet qui passionne et qui clive en même temps. La quasi-totalité des greffes en Algérie se font grâce à des dons des membres de la même famille. Pourtant, la charia a tranché dans ce sens. Elle permet le prélèvement d'organes à partir de corps de personnes décédées. Majed Jahmoun nous propose d'assister à une opération de transplantation rénale au service de l'établissement de transplantation des organes de Blida. C'est une personne qui a sauvé la vie de sa cousine. Reportage. À son très jeune âge, son quotidien est rythmé par la souffrance. Une souffrance que la petite Nesrine vit depuis plusieurs années maintenant. Le corps usé par la maladie, elle nous en parle avant son opération. J'avais 1 an quand les médecins ont diagnostiqué ma maladie. Et depuis, je suis tout le temps fatiguée, je n'arrive pas à étudier, je m'absente tout le temps pour faire la dialyse qui me maintient en vie. Nesrine peut se considérer très chanceuse car au bloc opératoire, une nouvelle l'attend. Une nouvelle qui va changer complètement sa vie. Ça, il va surtout disparaître. À partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'est-ce que tu lui dis, ta cousine? Moi, je crois Je ne sais pas quoi dire à ma cousine. Je suis émue. Ça veut tout dire. L'intervention peut commencer. Elle durera plus de 4 heures et sera dirigée par une équipe de chirurgiens, d'infirmiers, de néphrologues et de réanimateurs. On fait 2 équipes. Il y a une équipe qui greffe, il y a une équipe qui prélève. Qui greffe, la greffe, c'est l'ensemble, c'est les 2 étapes. Mais il y a une équipe qui fait l'implantation du greffon, donc une fois enlevé, il y a une équipe qui fait le prélèvement du rein. Et pour faire vite, on démarre en même temps, ce qui fait on gagne à peu près 50% de temps opératoire. Actuellement, il y a uniquement la transplantation rénale qui se fait à partir de donneurs vivants apparentés. Il y a beaucoup de centres greffeurs en Algérie
et elle se fait le plus normalement possible. Donc au début, c'était limité les ascendants, c'est-à-dire les parents ascendants et descendants, et la fratrie. Et puis ça s'est élargi aux oncles, aux tantes, cousins et cousines. Et plus encore, elle s'est élargie aux époux. L'épouse peut donner à son époux et vice-versa. La donneuse de 34 ans à l'intérieur a décidé de sauver la vie de sa petite cousine de 12 ans qui est atteinte d'insuffisance rénale terminale. En ce moment même, c'est son rein qu'elle lui offre. D'ailleurs, le rein est l'organe le plus donné en Algérie. Le rein en question, le voici. Un joli rein. La course contre la montre commence car chaque seconde qui passe compte pour préserver l'état de l'organe. Allez, le rein arrive. Tous les signaux sont au vert, la greffe s'effectue avec succès. Selon les médecins, l'intervention aurait été presque la même si le prélèvement avait été fait à partir d'un cadavre. Ces deux artères, on va les brancher ici, sur l'artère iliaque. La personne shar'an est considérée comme morte dans deux situations. Alors soit lorsque le cœur s'arrête d'une façon définitive, soit lorsque le cerveau est mort et qu'il est complètement bousillé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir à ce qu'on revienne en arrière. Étant donné que le cerveau est mort, il y a moyen de conserver un petit peu les autres organes, le temps de faire les analyses nécessaires pour trouver un receveur compatible avec le cadavre. Le corps, le décédé, le défunt, devient une banque d'organes où on peut conserver ces organes-là pendant plusieurs heures, le temps de faire les investigations nécessaires. Il y avait la fatwa du Haut Conseil islamique algérien en 1985. Sur le plan religieux, on peut tout donner. On peut donner la cornée, on peut donner le cœur, on peut donner les poumons, on peut donner le foie, on peut donner les deux reins, on peut donner le pancréas, on peut donner les intestins. Chez l'être humain, tout est recyclable. Au lieu que ça soit enterré et dévoré par des vers, autant donner une autre vie à nos organes. Même si le prélèvement sur cadavre est autorisé par la religion et par la législation, les dons ne sont pas très fréquents. Le processus est loin d'être rodé. Une grande réticence persiste. Voilà pour ce grand format, ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité de l'armée nationale populaire. 3 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires du secteur opérationnel de Pochbajil Mortar. Il s'agit des terroristes Melouki Habib, dit Habiballah, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, Melouki Sidia, dit Abou Mariam, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, et Mehri Belkhir, qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Ces terroristes qui activaient au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel avaient en leur possession 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique, 2 grenades défensives type F1 et 11 chargeurs de munitions pour Kalachnikov, un chargeur pour pistolet automatique, 295 balles de différents calibres et un émetteur-récepteur. Cette opération réitère la détermination de l'armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme, contre toutes ses formes et de criminalité aussi, et dénote des efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. Un défilé militaire a été organisé à l'occasion du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, tout un symbole au moment où le peuple sahraoui subit des agressions quotidiennes de la part de l'armée d'occupation marocaine. Walid Yousfi est notre envoyé spécial dans les camps de réfugiés d'Aousert. Parade militaire, défilé de soldats et de véhicules anti-aériens, l'armée sahraoui célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du début de la lutte armée. Un combat acharné qui se poursuit jusqu'à présent pour l'indépendance du Sahara occidental. Notre peuple, sous le commandement du Front populaire de libération de Sariyat al-Hamra et de Wad Dahab, a réalisé beaucoup d'acquis durant ces 50 dernières années de lutte. Certains diraient que cela relève du miracle. Nous avons remporté bien des victoires, aussi bien sur le plan politique que militaire. Hommes et femmes, petits et grands,
Le peuple sahraoui était lui aussi présent en force lors des célébrations dans les camps de réfugiés de Aousserd. La plupart ont profité de l'occasion pour exprimer leur détermination à arracher leur liberté. Les célébrations se passent très bien. Le Front Polisario a mis en avant sa force militaire, ses capacités humaines et matérielles. Nous continuerons notre lutte armée pour recouvrer notre liberté et délivrer toutes les terres sahraouies occupées. Le peuple sahraoui profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui soutiennent la cause sahraoui et qui continuent à la défendre sur la scène internationale. Un soutien indéfectible au Sahara occidental. La cause sahraoui était donc au cœur des célébrations de ce 50e anniversaire, à travers lequel le Front Polisario réaffirme une fois de plus son droit à l'autodétermination et à sa souveraineté territoriale. Et hier, lors d'une conférence de presse qu'il a animée à Ousselt, dans les camps de réfugiés sahraouis, le ministre sahraoui des Affaires étrangères a affirmé à l'occasion de la célébration de ce 50e anniversaire que c'était une occasion au peuple sahraoui de renouveler son serment de poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale. Le commentaire est signé Nesrine Ben Saïdi. La célébration du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée est l'occasion pour le peuple sahraoui de renouveler son serment de mener le combat à son terme en maintenant sa détermination et sa volonté avec endurance de gagner et de remporter la victoire finale qui viendra couronner les victoires militaires qu'il a remportées contre le colonisateur espagnol puis l'occupant marocain, en plus des succès diplomatiques retentissants enregistrés à l'échelle internationale. Le peuple sahraoui, c'est l'occasion pour lui de renouveler son serment, de mener le combat à son terme, c'est-à-dire cette détermination, cette volonté, cette d'endurer, mais aussi de gagner et de remporter la victoire finale. C'est-à-dire, en quelque sorte, le peuple sahraoui, il est là, debout, et plutôt, ces 50 années, non seulement ont permis de faire mûrir les choses, mais surtout je crois que le peuple sahraoui, il est là, debout, et il poursuivra la guerre. Le chef de la diplomatie sahraoui qui a tiré la sonnette d'alarme devant les agissements de certains États ainsi que du Conseil des États et la Commission européenne allant à l'encontre des décisions de la justice européenne a exprimé sa déception devant l'incapacité des Nations Unies et de la communauté internationale à assumer leurs responsabilités et à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui a été dépité, beaucoup de frustration, beaucoup de déception, pour la bonne raison que la communauté internationale n'a pas su exercer pleinement leurs responsabilités et appliquer le droit international au Sahara occidental. C'est une grande déception. Dans le même sillage, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que le Front Polisario a décidé de mener sa bataille juridique jusqu'au bout afin de réclamer réparation à la fois auprès de l'occupant marocain et de l'Union européenne pour préjudice subi par le peuple sahraoui. Et c'est une première. La RAS a désormais une équipe de football qui défend les couleurs du Sahara occidental. Le match qui a opposé cette équipe à la Mouloudia d'Alger vient de se terminer. Pour en parler, nous avons en direct avec nous à partir du stade Nelson Mandela Halim Aouchi. Halim, bonsoir. Ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas tant le score que la symbolique de cette première rencontre. Oui, bonsoir Swig, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors je vous avouerai d'abord qu'il y a comme ça des moments où nous réalisons que nous avons la chance, nous les journalistes, de vivre des moments, de grands moments comme celui de ce soir, puisqu'il s'agit, on ne le répétera jamais assez, d'un moment historique pour le peuple frère, celui du Sahara occidental. Il s'agit de la première rencontre de l'équipe nationale sahraoui qui vient d'être créée, une
rencontre qui entre dans le cadre de la célébration des 50 ans de la lutte de ce peuple pour le recouvrement de son indépendance. Alors c'est clair que la symbolique l'a clairement emporté sur le plan sportif, mais on a néanmoins assisté à un match de football très plaisant avec des buts, notamment le premier but de l'histoire de cette jeune équipe du Sahara occidental. On gardera surtout, Kamel, ces grands moments d'émotion, notamment lorsque l'hymne national sahraoui a retenti ici dans le stade Nelson Mandela de Berraqi, mais aussi ces belles images festives du public algérien et du public sahraoui côte à côte. Donc indépendamment du score et de l'aspect sportif, on retiendra justement cette première rencontre de cette équipe sahraoui. Et pour en parler un peu plus, nous avons avec nous le président de Fédération de sport sahraoui, M. Ahmed Baba Yahya Boubaini. Bonsoir. Alors on oubliera le score aujourd'hui et on se concentrera sur l'essentiel, à savoir la naissance de cette équipe nationale sahraoui. Donc pour nous, c'est un nouvel chemin. Donc on sait que le score, c'est pas facile, on le sait. C'est une sélection qui a commencé là maintenant avec notre équipe qui normalement il a 120, il a 130 ou 121, donc c'est pas facile. Là, l'objectif de tout ça, c'est de faire un match amical pour voir un peu les tests de la sélection et après aussi, pourquoi pas à l'avenir chercher autre solution. Mais pour moi, si le nécessaire, c'est pas le score, c'est de donner la possibilité à la Côte sahraoui à travers le sport. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc on retiendra sur tout ça, cette rencontre et cette équipe nationale fraîchement constituée, et constituée bien sûr de très jeunes joueurs. Donc on oubliera le score. Et c'est une équipe qui va baliser le chemin pour d'autres sports et surtout pour être reconnue par les instances internationales et participer à des compétitions continentales ou internationales pour faire entendre la voix de ce peuple sahraoui qui lutte toujours pour son indépendance. Merci beaucoup Halim Maouchi, merci à votre invité. Vous étiez en direct à partir du stade Nelson Mandela et vous l'avez rappelé, cette équipe, ce match sont tout un symbole, le symbole de la dernière colonie d'Afrique qui fait entendre sa voix par tous les moyens, notamment à travers le sport le plus populaire au monde. Lecture à propos de cette nouvelle initiative avec Saïd Falak. Un match pour l'histoire, un match pour une cause noble. L'histoire retiendra donc que c'est au nouveau stade Nelson Mandela de Berraqi en Algérie que l'équipe nationale sahraoui de football a disputé son premier match international face au club du Mouloudia d'Alger. Toute une symbolique pour une équipe qui entend faire connaître à travers le monde la cause sahraoui et sa lutte acharnée pour obtenir son indépendance. Devant une assistance nombreuse venue suivre de près cette rencontre gala, les deux teams ont eu à s'affronter dans la joie et la bonne humeur. Des buts, il y en a eu et le public a pu ainsi profiter du spectacle offert par les acteurs sur la pelouse. L'organisation de ce match amical démontre une fois encore la solidarité de l'Algérie envers la cause sahraoui à l'occasion des festivités organisées pour la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et le déclenchement de la lutte armée. La nouvelle étape pour cette équipe désormais sera de baliser le chemin pour le sport sahraoui en général et le football en particulier au sein des compétitions internationales, en revendiquant le droit notamment de la RASD à être membre de la Confédération africaine de football afin qu'elle puisse participer à l'avenir aux différentes compétitions continentales ou internationales à l'instar des autres pays membres. Cette équipe sahraoui, constituée majoritairement de joueurs évoluant dans les championnats européens, veut s'inspirer donc de l'illustre équipe du FLN pour marcher sur ses traces et porter partout dans le monde son message de lutte pour sa libération. Et ainsi va l'actualité, ça a fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.